Il était 23h15 quand j'ai vu mon visage dans la vitre du RER Beau, direction Robinson. Mes propres yeux me fixaient depuis le reflet du tunnel. Mais quelque chose n'allait pas. Mes lèvres ne bougeaient pas en même temps que les siennes. Je me suis redressé sur mon siège, le cœur battant contre mes côtes, comme un prisonnier contre les barreaux. Dans le wagon presque vide, seules 2 femmes âgées somnolaient près des portes, leurs sacs serrés contre leur poitrine. L'une d'elles mâchonnait quelque chose, la bouche entr'ouverte, produisant un petit bruit humide qui m'agaçait depuis Châtelet. La rame a ralenti en approchant de Denfert-Rochereau. Les néons ont clignoté, projetant des ombres dansantes sur les sièges orange défraîchis. C'est à ce moment-là que je l'ai vu, vraiment vu. Il se tenait sur le quai, immobile parmi la foule qui attendait, grand comme moi, avec les mêmes cheveux châtains qui commençaient à se dégarnir aux tempes. Il portait le même manteau gris que j'avais acheté aux Galeries Lafayette 3 mois plus tôt. Ses mains étaient enfoncées dans les mêmes poches, dans la même position que j'adoptais toujours quand j'étais nerveux. Mais ses yeux ne quittaient pas les miens à travers la vitre du wagon. Les portes se sont ouvertes avec ce sifflement pneumatique si familier. Les 2 femmes âgées sont descendues en se bousculant légèrement. L'une d'elles a fait tomber son sac. Des bonbons à la menthe se sont répandus sur le quai carrelé, roulant dans tous les sens comme de petites billes vertes. Il n'a pas bougé. Il me regardait toujours, un sourire étrange aux lèvres. Pas un sourire amical, plutôt l'expression qu'on arbore quand on vient de comprendre une blague dont on était le seul à connaître la chute. J'ai voulu me lever, sortir du wagon, lui demander qui il était. Mes jambes ont refusé de m'obéir. Une sensation de plomb dans les cuisses, comme ces cauchemars où l'on court sans avancer. Les portes se sont refermées, la rame s'est ébranlée. Il est resté là, sur le quai, immobile comme une statue. Sa tête a pivoté lentement pour suivre le mouvement du train. Même quand le wagon est entré dans le tunnel et que l'obscurité nous a engloutis, j'ai eu l'impression qu'il continuait à me regarder, quelque part dans le noir. Ma main tremblait quand j'ai sorti mon téléphone pour vérifier l'heure. 23h18. 3 minutes seulement s'étaient écoulées depuis que j'avais vu mon reflet bouger de façon autonome. 3 minutes qui me semblaient durer une éternité. J'ai regardé l'écran de mon portable, espérant y trouver quelque chose de rassurant. Un message de ma sœur, un rappel de rendez-vous. N'importe quoi qui puisse me raccrocher à la réalité quotidienne. Rien. Juste la photo de fond d'écran que j'avais prise l'été dernier en Bretagne. Les falaises d'Étretat, sous un ciel orageux. Mais même cette image familière me paraissait différente. Les rochers semblaient plus sombres, plus menaçants. L'horizon était-il toujours aussi flou? Je n'arrivais plus à m'en souvenir. La station Cité universitaire est apparue dans un halo de lumière jaunâtre. Quelques étudiants sont montés, leurs sacs à dos chargés de livres qui sentaient l'encre et le papier humide. L'un d'eux, un garçon d'une vingtaine d'années, avec des lunettes cerclées de métal, s'est assis en face de moi. Il m'a jeté un coup d'œil et s'est figé. Son visage s'est décomposé comme s'il venait de voir quelque chose d'abominable.
il a détourné les yeux rapidement, trop rapidement, et s'est levé pour changer de place. J'ai touché mon visage. Mes joues étaient moites, mes cheveux collés par la sueur, mais c'était bien moi, n'est-ce pas? La place Monge, Arcueil-Cachan, Bagneux. Les stations défilaient comme les pages d'un livre qu'on feuillette distraitement. À chaque arrêt, j'espérais et redoutais à la fois de le revoir sur un quai. Cette version de moi qui me fixait avec une expression que je ne me connaissais pas. À Bourg-la-Reine, un homme en costume noir est monté. Il s'est installé 3 sièges devant moi et a ouvert un journal, Le Figaro, édition du jour. Je pouvais lire les gros titres à l'envers. Nouvelle disparition mystérieuse dans le métro parisien. En dessous, en plus petit, la police enquête sur le 3e cas en 1 mois. L'homme a tourné une page. L'article continuait avec une photo floue prise par une caméra de surveillance. On y voyait une silhouette debout sur un quai, parfaitement immobile, au milieu de la foule, en mouvement. L'image était de mauvaise qualité, granuleuse, mais quelque chose dans la posture de cette personne me rappelait douloureusement ce que j'avais vu à Denfert-Rochereau. J'ai voulu me pencher pour mieux voir, mais l'homme a refermé son journal brusquement. Il s'est tourné vers moi et m'a fixé avec des yeux d'un bleu délavé, presque incolore. Ses lèvres ont articulé quelque chose, en silence. J'ai eu l'impression qu'il disait « Il t'attend ». La rame s'est arrêtée à Sceaux. L'homme s'est levé et est descendu sans un regard en arrière, emportant son journal sous le bras. Je suis resté figé sur mon siège, incapable de bouger, tandis que les portes se refermaient sur sa silhouette qui s'éloignait d'un pas mesuré sur le quai. Robinson, terminus, tout le monde descend. Je me suis retrouvé seul dans le wagon vide. Les néons grésillaient au-dessus de ma tête, diffusant une lumière blafarde qui donnait à ma peau une teinte cadavérique. Dehors, sur le quai, je pouvais voir les employés de la RATP qui vérifiaient que personne n'était resté dans la rame. L'un d'eux s'est approché de ma fenêtre et a tapé sur la vitre. C'était un homme d'une 50aine d'années, le crâne dégarni, avec une moustache grisonnante. Il portait l'uniforme orange et bleu de la régie des transports. « Terminus, monsieur », a-t-il articulé à travers le verre. J'ai hoché la tête et je me suis levé péniblement. Mes jambes étaient ankylosées, comme si j'étais resté assis pendant des heures au lieu de quelques stations. Quand je suis descendu sur le quai, l'employé m'a dévisagé avec un froncement de sourcils inquiet. « Ça va, monsieur? Vous avez l'air bizarre. » Bizarre comment. Il a hésité, cherchant ses mots. « Je sais pas, différent. Comme si vous étiez là sans être là, si vous voyez ce que je veux dire. » Je ne voyais pas. Ou plutôt, je commençais à voir, et cette compréhension naissante me glaçait le sang. Il y a eu d'autres personnes, comme moi, ai-je demandé. L'homme a pâli. Il a regardé autour de lui, comme s'il craignait d'être entendu. « Écoutez, monsieur, je travaille ici depuis 25 ans. J'ai vu beaucoup de choses, des suicides, des accidents, des agressions. Mais ces derniers temps, il s'est tu, secoué la tête, rentrez chez vous et ne prenez plus le RER la nuit. »
Il s'est éloigné rapidement, me laissant seul sur le quai désert. J'ai remonté l'escalier mécanique en panne, mes pas résonnant dans le silence de la station. Mes chaussures faisaient un bruit étrange sur les marches métalliques, comme si elles étaient plus lourdes qu'avant. À la sortie, l'air froid de novembre m'a giflé le visage. La place de Robinson était presque vide, éclairée par de rares réverbères qui projetaient des flaques de lumière jaune sur l'asphalte humide. Au loin, les tours de la cité universitaire se dressaient comme des sentinelles silencieuses dans la nuit. J'ai sorti mon téléphone pour appeler un taxi. L'écran s'est allumé, révélant un détail qui m'a fait lâcher l'appareil. Il est tombé sur le trottoir avec un bruit sec, l'écran se fissurant en toile d'araignée. Sur la photo de fond d'écran, les falaises d'Étretat n'étaient plus seules. Une silhouette se tenait au bord de la falaise, dos tourné, face à l'horizon. Une silhouette que je reconnaissais parfaitement. C'était moi, mais pas le moi qui avait pris cette photo l'été dernier. Un autre moi qui se tenait exactement à l'endroit où j'avais installé mon appareil photo sur le trépied. J'ai ramassé le téléphone avec des mains tremblantes. L'écran fissuré déformait l'image, la fragmentant en dizaines de morceaux angulaires. Mais dans chaque fragment, je pouvais voir la même chose. Cette silhouette, immobile, qui me ressemblait, qui m'observait depuis un passé que je croyais connaître. Le trajet en taxi jusqu'à mon appartement de Montparnasse s'est déroulé dans un silence pesant. Le chauffeur, un homme âgé aux mains tachées de nicotine, me jetait des coups d'œil inquiets dans le rétroviseur. Un feu rouge, il a fini par me demander si j'allais bien. « Vous êtes tout pâle, monsieur, et vous tremblez. » J'ai murmuré que j'étais juste fatigué, mais la vérité, c'est que je n'arrivais pas à me reconnaître dans le reflet que me renvoyait la vitre. Mes traits semblaient plus tirés, mes yeux plus creux, comme si quelque chose à l'intérieur de moi s'était déplacé, avait changé de place. « Vous savez, » a repris le chauffeur en redémarrant, « j'ai lu dans le journal qu'il y avait des trucs bizarres en ce moment dans le métro. Des gens qui disparaissent, d'autres qui prétendent avoir vu leur double. Moi je dis que c'est à cause de toutes ces ondes, ces téléphones portables, Internet. Ça nous fait disjoncter le cerveau. » Il a ri, mais son rire sonnait faux, nerveux. « Vous croyez au double ?» ai-je demandé malgré moi. « Au quoi ?»« Au double, au doppelganger. » Le mot allemand avait quelque chose de sinistre dans ma bouche. Le chauffeur a froncé les sourcils dans le rétroviseur. « Écoutez, monsieur, dans ma famille, on vient d'Alsace. Ma grand-mère, elle disait toujours qu'il ne fallait jamais regarder son reflet après minuit. Paraît que c'est comme ça qu'ils arrivent. Les autres, nous-mêmes. » Les autres nous-mêmes ? Ouais, ceux qui vivent dans les miroirs, dans les vitres, dans l'eau. Ma grand-mère, elle disait qu'ils nous envient, qu'ils voudraient se prendre notre place. Elle disait aussi que certaines personnes, celles qui sont, comment dire, pas complètes, elles attirent leur double plus facilement. Pas complètes ? Vous savez bien, celles qui ont un trou à l'intérieur, un vide. Les autres, elles le sentent, ce vide, et elles veulent le remplir. Il s'est garé devant mon immeuble, rue du Montparnasse. Un vieil immeuble,
haussmannien, avec une façade de pierre blonde et des balcons en fer forgé. J'habitais au 5e étage, sous les toits, dans un 2 pièces que j'avais acheté 10 ans plus tôt, avec l'héritage de mes parents. « Ça fait 13,50 €, a dit le chauffeur. J'ai fouillé dans mes poches pour trouver mon portefeuille. Mes mains tremblaient toujours. Quand j'ai ouvert le portefeuille, ma carte d'identité a glissé et est tombée sur le sol de la voiture. Le chauffeur l'a ramassée et me l'a tendue. Mais au moment où nos regards se sont croisés, son expression a changé. Ses yeux se sont écarquillés. Son visage s'est décomposé. « C'est pas possible », a-t-il murmuré. « Quoi ?» ?»« Sur votre carte d'identité, la photo, elle. » Il s'est tu, m'a rendu la carte précipitamment, comme si elle le brûlait. « Gardez la monnaie », ai-je dit en lui tendant un billet de 20 €. Je suis sorti de la voiture en vitesse. Dans mon dos, j'ai entendu le taxi démarrer en trombe, les pneus crissant sur l'asphalte humide. Seul sur le trottoir, j'ai regardé ma carte d'identité à la lumière du réverbère. La photo était normale. Enfin, je croyais. C'était bien mon visage, pris 3 ans plus tôt lors du renouvellement. Mais quelque chose dans l'expression, dans les yeux de la photo, il y avait cette même lueur que j'avais vue chez mon double sur le quai de Denfert-Rochereau. Cette lueur de quelqu'un qui connaît un secret terrible. J'ai composé le code de l'immeuble, 1789, les chiffres de la Révolution française, choisis par le syndic pour leur caractère facile à retenir. La porte s'est ouverte avec un déclic métallique et je me suis engouffré dans le hall d'entrée. L'ascenseur était en panne, comme souvent. J'ai commencé à monter les escaliers, mes pas résonnant dans la cage d'escalier faiblement éclairée. À chaque palier, une minuterie s'allumait automatiquement, diffusant une lumière blanche et crue qui faisait danser les ombres sur les murs. Au 3e étage, je me suis arrêté. Quelque chose avait bougé dans l'ombre, près de la porte de Madame Rousseau. Une forme humaine, immobile, qui se fondait presque dans l'obscurité. J'ai actionné la minuterie. La lumière s'est allumée, révélant le palier vide. Personne. Juste la porte marron de Madame Rousseau, avec son paillasson bienvenu et son Judas en laiton. Mais j'aurais juré avoir vu quelqu'un. J'ai repris ma montée, plus rapidement cette fois. 4e étage, 5e étage. Ma porte était là, peinte en bleu marine, avec ma plaque dorée. L. Bertrand. Mes clés ont tinté quand je les ai sorties de ma poche, un son familier et rassurant. J'ai ouvert la porte et allumé la lumière du couloir. Mon appartement était exactement comme je l'avais laissé le matin. Le journal du jour, plié sur la console d'entrée, mes chaussures de course, alignées près de la porte, l'odeur de café froid qui flottait encore dans l'air. J'ai refermé la porte derrière moi et mis tous les verrous. 3 verrous de sécurité que j'avais fait installer après un cambriolage dans l'immeuble 2 ans plus tôt. Le bruit métallique des pennes qui s'enclenchaient m'a un peu rassuré. Dans la salle de bain, j'ai évité de regarder le miroir au-dessus du lavabo. Ce que m'avait dit le chauffeur de taxi résonnait dans ma tête. Il ne faut jamais regarder son reflet après minuit. Il était minuit 23.
j'ai fait couler l'eau froide et me suis aspergé le visage. L'eau avait un goût métallique bizarre, comme si elle avait stagné trop longtemps dans les canalisations. Quand j'ai relevé la tête, des gouttes perlaient sur mes joues, distordant ma vision. C'est alors que je l'ai vu, dans le miroir, derrière moi. Il se tenait dans l'encadrement de la porte de la salle de bain, exactement comme moi quelques secondes plus tôt. Même position, même vêtements, même expression troublée. Mais ses cheveux étaient parfaitement secs, et ses yeux me fixaient avec une intensité que je n'avais jamais vue dans les miens. Je me suis retourné brusquement. Personne dans l'encadrement de la porte. Le couloir était vide, plongé dans la pénombre. Quand j'ai regardé à nouveau dans le miroir, il n'y avait plus que mon reflet normal. Mes cheveux mouillés, mes joues luisantes d'eau froide, mes yeux écarquillés par la peur. J'ai quitté la salle de bain et me suis dirigé vers ma chambre. Chaque pas sur le parquet grinçant me semblait amplifié, comme si quelqu'un d'autre marchait en même temps que moi, quelque part dans l'appartement. Ma chambre était plongée dans l'obscurité. J'ai allumé la lampe de chevet et la lumière douce a révélé mon lit défait, mes livres empilés sur la table de nuit, le réveil digital qui affichait 0h27 en chiffres rouges. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai pris ma tête dans mes mains. Hallucination. C'était forcément des hallucinations. Le stress du travail, la fatigue, peut-être quelque chose que j'avais mangé au déjeuner. Il y avait une explication rationnelle à tout ça. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas si simple. Il y avait quelque chose de différent dans l'air de l'appartement, une présence que je n'arrivais pas à identifier, comme si l'espace lui-même avait été altéré, déplacé de quelques millimètres par rapport à la réalité que je connaissais. J'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit pour prendre un somnifère. Mes mains sont tombées sur une enveloppe que je ne me souvenais pas d'avoir mise là. Une enveloppe blanche, sans adresse, avec juste mon prénom écrit à l'encre noire. Laurent. L'écriture était la mienne, j'en étais certain. Les mêmes lettres angulaires, la même façon de barrer les T, la même inclinaison vers la droite. Mais je n'avais aucun souvenir d'avoir écrit cette enveloppe. J'ai hésité avant de l'ouvrir. Une partie de moi savait déjà que ce que j'allais découvrir à l'intérieur changerait tout, qu'après avoir lu ce qui se trouvait dans cette enveloppe, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Mes doigts ont déchiré le papier. À l'intérieur, une seule feuille, pliée en deux. Encore mon écriture, mais plus désordonnée, comme tracée à la hâte. Laurent, si tu lis ceci, c'est que le processus a commencé. Ne t'inquiète pas, cela ne fait pas mal. Au contraire, tu vas enfin te sentir complet. Nous nous reverrons très bientôt. PS, regarde dans le placard de l'entrée. J'ai relu la lettre 3 fois, mais les mots restaient les mêmes. Une partie de moi avait écrit cette lettre. Mais quand? Et surtout, pourquoi? Le placard de l'entrée. J'y rangeais mes manteaux d'hiver, quelques cartons de livres, l'aspirateur. Rien d'extraordinaire, mais la lettre semblait me promettre que j'y trouverais quelque chose d'important. Je me suis levé et j'ai traversé l'appartement
jusqu'à l'entrée. Le placard était fermé, comme toujours. La poignée en laiton était froide sous ma main. J'ai tiré la porte. L'intérieur était exactement comme dans mes souvenirs. Mes manteaux suspendus sur leur cintre, les cartons empilés au fond, l'aspirateur Dyson que j'avais acheté en promotion l'année dernière. Rien d'anormal. Mais en regardant plus attentivement, j'ai remarqué que l'un des cartons était mal fermé. Les rabats supérieurs étaient légèrement décalés, comme si quelqu'un l'avait ouvert récemment. C'était un carton que je n'avais pas touché depuis mon déménagement, 10 ans plus tôt. Il contenait de vieilles photos, des lettres, des souvenirs d'enfance. J'ai sorti le carton et l'ai posé sur la console de l'entrée. Mes mains tremblaient en soulevant les rabats. À l'intérieur, mes souvenirs étaient rangés comme je les avais laissés. Les photos de famille dans une boîte, en métal. Les lettres de mes grands-parents dans une chemise plastifiée. Mon diplôme d'université dans un tube cartonné. Mais il y avait quelque chose de nouveau. Au centre du carton, posé sur les autres objets, se trouvait un miroir de poche. Un petit miroir rond avec un cadre en argent ciselé, du genre qu'utilisaient les femmes au début du XXe siècle. Je ne l'avais jamais vu auparavant. J'ai pris le miroir avec précaution. Il était étonnamment lourd pour sa taille, et le métal était froid comme de la glace. Sur le dos, une inscription était gravée dans l'argent pour que tu puisses enfin te voir tel que tu es vraiment. J'ai retourné le miroir et regardé ma réflexion. Mon visage était déformé par la surface, légèrement bombée du verre ancien. Mes traits paraissaient plus fins, mes yeux plus profonds, mais c'était bien moi. Puis lentement, l'image a commencé à changer. Mon reflet a souri, alors que mes lèvres ne bougeaient pas. Il a incliné la tête sur le côté, d'un mouvement que je n'avais pas fait. Et ses yeux me regardaient avec cette même expression que j'avais vue sur le quai de Denfert-Rochereau. Cette lueur de connivence secrète. J'ai voulu lâcher le miroir, mais mes doigts refusaient de s'ouvrir, comme s'ils étaient soudés au métal froid. Dans le petit cercle de verre, mon double continuait à me fixer. Il a levé sa main droite et l'a posée contre la surface du miroir, exactement à l'endroit où se trouvait ma propre main. Le contact a été électrisant. Une décharge a parcouru mon bras, remontant jusqu'à mon épaule, mon cou, ma tête. Mes genoux ont fléchi et je suis tombé à genoux sur le carrelage de l'entrée. Le miroir est tombé et s'est brisé en 1000 morceaux. Chaque fragment reflétait une partie de mon visage, comme un puzzle décomposé. Mais dans certains morceaux, je pouvais voir autre chose. Des scènes qui n'appartenaient pas à ma réalité. Dans l'un des éclats, je me voyais enfant, mais avec le visage que j'avais maintenant. Dans un autre, j'étais plus âgé, avec des cheveux blancs et des rides profondes, debout dans un endroit que je ne reconnaissais pas. Dans un troisième, j'étais exactement comme maintenant, mais dans des vêtements que je ne possédais pas, dans un appartement qui n'était pas le mien. Tous ces moi me regardaient avec la même expression. Ils savaient quelque chose que j'ignorais encore. J'ai ramassé les morceaux un par un, en faisant attention à ne pas me couper. Mes mains saignaient déjà à plusieurs endroits, de petites coupures fines qui brûlaient au contact de l'air.
Le sang s'étalait sur les fragments de miroir, créant des traînées rouges qui déformaient encore plus les reflets. Dans le plus gros morceau, mon visage était divisé en deux par une fissure diagonale. La moitié gauche était normale, celle que je reconnaissais, mais la moitié droite avait cette lueur dans l'œil, ce sourire en coin que je n'avais jamais eu. J'ai emballé tous les fragments dans un journal et les ai jetés dans la poubelle de la cuisine. Mais même après avoir refermé le couvercle, j'avais l'impression qu'il continuait à me regarder depuis l'intérieur du sac plastique. Il était 1h du matin. J'ai pris une douche, en évitant soigneusement de regarder le miroir de la salle de bain. L'eau chaude a emporté le sang de mes coupures, colorant l'émail blanc de la baignoire de traînées roses qui tournoyait avant de disparaître dans l'évacuation. Sous la douche, j'ai essayé de réfléchir rationnellement à ce qui m'arrivait. Les explications possibles défilaient dans ma tête. Fatigue nerveuse, début de schizophrénie, intoxication alimentaire, stress post-traumatique. Toutes ces hypothèses avaient quelque chose de rassurant. Elles signifiaient que le problème venait de moi, de mon cerveau, de ma perception, qu'il suffisait d'un traitement, d'un repos, d'une thérapie pour que tout redevienne normal. Mais une partie de moi, une partie que je préférais ignorer, savait que ce n'était pas si simple. Il y avait quelque chose de fondamentalement différent dans ma réalité depuis que j'avais vu mon double dans le métro. Comme si une fissure s'était ouverte dans le tissu de mon existence, laissant passer quelque chose qui n'aurait jamais dû y avoir accès. Je me suis séché et j'ai enfilé un pyjama propre. Dans la chambre, j'ai tiré les rideaux pour faire le noir complet. Le réveil affichait 1h34. Dans 6 heures, je devais être au bureau. Une journée normale m'attendait. Réunion, dossier, coup de téléphone. La routine rassurante de ma vie d'employé dans une compagnie d'assurance. Mais d'abord, il fallait que je dorme, que j'oublie cette soirée cauchemardesque et que je me réveille demain matin avec la certitude que tout cela n'avait été qu'un rêve particulièrement vivace. Je me suis glissé sous les draps et j'ai fermé les yeux. Le matelas était confortable, les draps sentaient l'adoucissant à la lavande. Tout était normal, familier, rassurant. Mais le sommeil ne venait pas. Chaque fois que je commençais à m'assoupir, je sursautais, réveillé par l'impression qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la chambre. Une présence silencieuse qui m'observait dans l'obscurité. J'ai allumé la lampe de chevet. La chambre était vide. Mes vêtements de la journée étaient pliés sur la chaise. Mes livres étaient rangés sur l'étagère. Le réveil égrenait les secondes avec son tic-tac régulier. Rien d'anormal. J'ai éteint la lumière et j'ai essayé de nouveau. Mais au moment où mes paupières se fermaient, j'ai entendu quelque chose. Un bruit léger, comme un froissement de papier, ou comme quelqu'un qui marchait pieds nus sur le parquet du couloir. Les yeux grands ouverts dans l'obscurité, j'ai tendu l'oreille. Le bruit s'est répété. Cette fois, j'étais certain qu'il s'agissait de pas. Quelqu'un se déplaçait dans mon appartement, lentement, précautionneusement. J'ai retenu ma respiration et j'ai écouté. Les pas se rapprochaient de ma chambre. Ils s'arrêtaient devant ma porte, hésitaient, puis reprenaient.
un aller-retour dans le couloir, comme quelqu'un qui fait les 100 pas en réfléchissant. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'on l'entende depuis l'extérieur. Mes mains agrippaient les draps. Mes muscles étaient tendus comme des ressorts. J'étais prêt à bondir, à fuir, à me battre. Mais contre qui? Contre quoi? Les pas se sont arrêtés devant ma porte. Dans le silence, j'ai entendu le bruit de la poignée qui tournait lentement. La porte s'est entr'ouverte, laissant passer un mince rayon de lumière venant du couloir. Une silhouette s'est dessinée dans l'embrasure. Grande, mince, familière. C'était moi. Exactement moi, mais avec quelque chose de différent dans la posture. Une assurance que je n'avais jamais eue. Une façon de se tenir qui exprimait une confiance absolue en soi. Il est entré dans la chambre sans faire de bruit. Ses pieds nus ne produisaient aucun son sur le parquet. Il s'est approché du lit et s'est arrêté à quelques centimètres de moi. Je pouvais sentir sa présence, sa chaleur, son odeur. Il sentait comme moi, mais avec une note différente. Quelque chose de métallique, comme du sang ou du fer. « Tu ne dors pas », a-t-il dit d'une voix qui était la mienne, mais pas tout à fait. J'ai voulu répondre, mais aucun son n'est sorti de ma gorge. Ma langue était collée à mon palais, sèche comme du carton. « C'est normal », a-t-il continué. « La première fois, c'est toujours difficile. On a du mal à accepter qu'on n'est pas unique, qu'on n'est qu'une des versions possibles de soi-même. » Il s'est assis sur le bord du lit. Le matelas s'est affaissé sous son poids. Un poids réel, tangible. Ce n'était pas une hallucination. « Tu veux savoir qui je suis ?» a-t-il demandé. « Je suis toi. Mais le toi qui n'a jamais eu peur. Le toi qui a pris tous les risques que tu n'as jamais osé prendre. Le toi qui n'a jamais regardé en arrière. » Il a tendu la main vers moi. Dans l'obscurité, je pouvais voir ses doigts, identiques aux miens jusqu'au moindre détail. Même grain de beauté sur l'index, même cicatrice sur le pouce gauche, souvenir d'un accident de cuisine 10 ans plus tôt. « Touche-moi », a-t-il dit, « tu verras que je suis réel. » J'ai secoué la tête. Quelque chose me disait que si je le touchais, si je franchissais cette limite, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. « Tu as peur », a-t-il constaté avec un sourire que j'ai deviné plutôt que vu. « C'est bien toi, toujours la même prudence excessive. C'est pour ça que tu n'as jamais vraiment vécu. »« Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je réussi à articuler d'une voix rauque. « Ce que j'ai toujours voulu, exister pleinement, prendre ma place dans le monde. Mais pour ça, il faut que l'un de nous deux disparaisse. » Il s'est levé et a fait quelques pas dans la chambre. Je l'entendais bouger, mais je ne le voyais plus. Il s'était fondu dans l'obscurité comme s'il en faisait partie. « Tu sais », a repris sa voix depuis un coin de la pièce, « il y a des failles dans la réalité, des endroits où les différentes versions de nous-mêmes peuvent se croiser. Le métro parisien en est un. Tous ces tunnels, toutes ces profondeurs, tous ces reflets dans les vitres. C'est un labyrinthe parfait pour nous, les autres. » Les autres ? Toutes les versions de toi que tu n'es jamais devenu. Celui qui a épousé Sarah au lieu de la laisser partir. Celui qui a accepté ce poste à New York.
Celui qui a écrit ce livre dont tu rêves depuis des années. Celui qui n'a jamais eu peur de prendre des risques. Sa voix se rapprochait. Il était maintenant quelque part, près de la fenêtre. Nous existons tous, Laurent, dans des replis du réel, dans des dimensions parallèles, dans des possibilités non réalisées. Et parfois, quand les conditions sont réunies, nous pouvons traverser, venir visiter la réalité que nous n'avons pas eue. Mais pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Parce que tu es au bon endroit, au bon moment. Et surtout, parce que tu es incomplet. Il y a un vide en toi, Laurent. Un manque que tu essaies de combler depuis des années, sans jamais y arriver. Ce vide nous attire, il nous aspire. J'ai senti le matelas s'affaisser à nouveau. Il s'était rassis à côté de moi. Cette fois, sa main s'est posée sur mon épaule. Le contact était réel, chaud, vivant et terrifiante. « Laisse-moi prendre ta place », a-t-il murmuré. « Je saurais vivre ta vie mieux que toi. Je ferai toutes les choses de Toilers que tu n'oses pas faire. Je serai le Laurent que tu aurais pu être. Et moi, toi, tu pourras enfin te reposer. Plus de responsabilités, plus d'angoisse, plus de regrets. Tu rejoindras le monde des possibilités non réalisées. C'est paisible, là-bas. C'est silence et oubli. » Sa main remontait le long de mon cou. Ses doigts étaient de plus en plus froids, comme s'ils se vidaient peu à peu de leur substance. Tout ce que tu as à faire, c'est accepter, dire oui, et l'échange se fera naturellement. « Non », ai-je murmuré. « Non. Non, je ne veux pas disparaître, même si ma vie n'est pas parfaite, même si je suis lâche, même si j'ai des regrets. C'est ma vie, c'est moi. » Sa main s'est figée sur mon cou. Dans l'obscurité, j'ai senti qu'il me regardait avec une intensité nouvelle. « Tu en es sûr ?» a-t-il demandé d'une voix plus froide. « Oui. Même si je te dis que Sarah t'aime encore, qu'elle t'attend, que si tu étais plus courageux, plus décidé, tu pourrais la reconquérir. » Sarah. Le prénom a résonné dans ma tête comme une cloche. Sarah, que j'avais aimée pendant 3 ans et que j'avais laissée partir à Londres parce que j'avais eu peur de la suivre. Sarah, qui m'envoyait encore des messages de temps en temps, des photos de sa nouvelle vie, de ses voyages, de ses réussites professionnelles. Sarah, dont je regardais le profil Facebook en cachette, regrettant tous les jours de ne pas avoir eu le courage de tout quitter pour elle. « Elle ne m'aime plus », ai-je dit. « Elle a quelqu'un d'autre maintenant. » David, ce banquier ennuyeux qu'elle a rencontré dans une soirée corporate, elle ne l'aime pas, Laurent. Elle essaie de t'oublier avec lui, mais ça ne marche pas. Elle pense encore à toi tous les jours. Tu mens. Regarde. Il a sorti quelque chose de sa poche. Un téléphone portable, identique au mien, mais sans fissure sur l'écran. Il l'a allumé et m'a montré une conversation WhatsApp, Sarah et moi, mais des messages que je n'avais jamais écrits. « Tu me manques », disait le dernier message de Sarah, envoyé 3 heures plus tôt. « Je sais que j'ai eu tort de partir sans rien dire. J'aimerais qu'on se revoie. » Et en dessous, une réponse de ma part. « Moi aussi tu me manques. Je prends le premier avion pour Londres demain. » « C'est faux, ai-je murmuré. Je n'ai jamais écrit ça.
Non, tu ne l'as pas écrit, mais moi, si. Dans la réalité où j'ai pris ta place, où j'ai eu le courage que tu n'as jamais eu. Regarde le reste. Il a fait défiler la conversation, des dizaines de messages échangés depuis des mois. Sarah qui me disait qu'elle regrettait Londres, que David était gentil, mais qu'il lui manquait quelque chose. Moi qui lui avouais que je n'avais jamais cessé de l'aimer. Elle qui me proposait de revenir à Paris. Moi qui acceptais, qui lui disais que j'avais enfin décidé de changer de vie. Demain matin, a dit mon double, dans la réalité où je suis toi, Sarah descend de l'Eurostar Gare du Nord. Elle revient pour de bon. Nous allons vivre ensemble, Laurent. Nous allons avoir les enfants que tu as toujours voulu. Nous allons être heureux. Mes yeux se sont remplis de larmes. Tout ce que je voyais sur cet écran correspondait exactement à mes rêves les plus secrets. La vie que j'aurais aimé avoir, les mots que j'aurais voulu prononcer, le courage que j'aurais aimé avoir. Il suffit que tu acceptes, a répété mon double, et tout cela deviendra réel. Sarah t'aimera, tu auras la vie que tu mérites, tu seras enfin l'homme que tu as toujours voulu être. J'ai tendu la main vers le téléphone. Mes doigts ont effleuré l'écran. Les messages semblaient si vrais, si tangibles et si tentants. Mais au moment où j'allais toucher l'appareil, une pensée m'a traversé l'esprit. Si ce que me disait mon double était vrai, si toutes ces versions de moi existaient dans des réalités parallèles, alors il y avait aussi des versions de Sarah. Et peut-être que la Sarah qui m'écrivait ces messages d'amour n'était pas la vraie Sarah, celle que j'avais connue et aimée, mais une autre version d'elle-même. Tu mens, ai-je dit en retirant ma main. Ou du moins, tu ne me dis pas toute la vérité. Cette Sarah qui m'écrit, ce n'est pas la mienne. C'est une autre Sarah, celle qui correspondrait à ta version de moi. Mon double s'est figé. Dans l'obscurité, j'ai senti sa surprise. « Tu es plus intelligent que je ne le pensais », a-t-il murmuré. Ou peut-être que je me connais mieux que tu ne me connais. Même si tu es moi, tu n'es pas exactement moi. Tu es la version de moi qui n'a jamais douté, qui n'a jamais eu peur. Mais le doute et la peur font partie de moi. Sans eux, je ne serais plus moi. Il s'est levé brusquement. Cette fois, je l'ai vu bouger dans l'obscurité. Sa silhouette était plus sombre que le noir qui l'entourait, comme s'il absorbait la lumière. « Tu fais une erreur », a-t-il dit d'une voix qui n'avait plus rien de chaleureux. « Je t'offre tout ce que tu as toujours voulu, l'amour, le bonheur, le succès, et tu refuses. Je refuse parce que ce ne serait pas vraiment moi qui l'aurais obtenu, ce serait toi. Mais je suis toi. Non, tu es une possibilité de moi. Mais les possibilités non réalisées ont une raison d'être non réalisées. Si je n'ai pas eu le courage de suivre Sarah à Londres, c'est peut-être parce qu'une partie de moi savait qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Si je n'ai pas pris ce poste à New York, c'est peut-être parce que je n'étais pas prêt. Si je n'ai pas écrit ce livre, c'est peut-être parce que je n'avais pas encore assez vécu pour avoir quelque chose d'intéressant à dire. Mon double a émis un rire sans joie. Tu rationalises ta lâcheté, tu trouves des excuses à tes échecs. Peut-être, ou peut-être que j'accepte enfin qui je suis vraiment.
avec mes faiblesses, mes peurs, mes regrets, mais aussi avec mes possibilités futures, mes vraies possibilités, pas celles que j'imagine dans mes rêves. Il s'est approché du lit. Sa présence était maintenant oppressante, menaçante. L'air de la chambre semblait se raréfier autour de lui. « Si tu ne veux pas échanger nos places volontairement, a-t-il dit, je peux le faire de force. » Comment? En prenant ce qui me manque pour exister pleinement dans ta réalité, ton souffle, ton sang, ta substance. Ses mains se sont posées sur ma gorge. Elles étaient glacées, mais d'une force terrifiante. Mes poumons se sont contractés. L'air a cessé de passer. J'ai voulu me débattre, mais mes bras ne m'obéissaient plus. Comme si mon double aspirait non seulement mon souffle, mais aussi ma volonté, ma force vitale. « Ce sera rapide, a-t-il murmuré. Et quand ce sera fini, je serai toi complètement. Personne ne saura la différence, même pas Sarah, quand elle reviendra de Londres. » Ma vision commençait à se troubler. Des points noirs dansaient devant mes yeux. Mais au moment où j'allais perdre conscience, une idée désespérée m'a traversé l'esprit. Si mon double existait parce qu'il y avait un vide en moi, alors peut-être que la solution n'était pas de le combattre, mais de combler ce vide, non pas avec des possibilités imaginaires, mais avec une acceptation réelle de qui j'étais. J'ai cessé de résister. Au lieu de lutter contre l'étreinte qui m'étouffait, je me suis détendu complètement. Et dans cette détente, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Une paix profonde avec moi-même. Oui, j'étais lâche parfois. Oui, j'avais des regrets. Oui, ma vie n'était pas parfaite, mais c'était ma vie. Et au lieu de rêver d'être quelqu'un d'autre, je pouvais peut-être apprendre à être pleinement moi-même. L'étreinte sur ma gorge s'est relâchée. Mon double a reculé, comme si quelque chose l'avait brûlé. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-il demandé d'une voix incertaine. « J'accepte », ai-je murmuré. « Mais pas de disparaître. J'accepte d'être moi, vraiment moi, avec tout ce que ça implique. » « Tu ne comprends pas, tu ne peux pas m'absorber. Je ne suis pas une partie de toi, je suis une alternative à toi. » « Non, ai-je dit en me redressant sur le lit. Tu es ce que je croyais vouloir être. Mais maintenant je comprends que je n'ai pas besoin d'être parfait pour être complet. Je n'ai pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour mériter d'exister. » La silhouette de mon double commençait à devenir floue, moins nette, comme si elle perdait en consistance. « Ce n'est pas possible, » a-t-il murmuré. Le vide, le manque, il était si fort. Il l'était parce que je le nourrissais, parce que je passais mon temps à regretter ce que je n'étais pas au lieu d'apprécier ce que j'étais, mais plus maintenant. J'ai allumé la lampe de chevet. La lumière a révélé une chambre vide. Mon double avait disparu, mais sur la table de nuit, là où il avait posé son téléphone, il y avait maintenant le mien. L'écran fissuré avait été réparé, comme par magie, et quand je l'ai allumé, j'ai vu qu'il y avait un nouveau message. De Sarah, envoyé 1 minute plus tôt. « Salut Laurent, je sais qu'on ne s'est pas parlé depuis longtemps, mais j'ai pensé à toi aujourd'hui. J'aimerais qu'on prenne un café,
si tu es d'accord. Juste pour parler. Pas de pression. Bisous. Un vrai message, cette fois. De la vraie Sarah. Pas parfait. Pas passionné comme ceux que m'avait montré mon double. Juste, réel, honnête, possible. J'ai souri en tapant ma réponse. Avec plaisir. Demain après le travail. Dehors, l'aube commençait à poindre. Dans quelques heures, je reprendrai le RER pour aller au bureau. Peut-être que je reverrai d'autres doubles de moi-même dans les reflets des vitres. Peut-être que d'autres versions de ma réalité continueraient à m'entourer, à m'appeler, à me tenter. Mais maintenant, je savais quoi leur répondre. Je n'étais peut-être pas parfait, mais j'étais réel. Et dans un monde de possibilités infinies, être authentiquement soi-même était déjà un miracle suffisant. Le réveil sonnait. Une nouvelle journée commençait. Ma journée. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais hâte de la vivre.